Il y a pile un an, la France commençait sa première période de confinement. Un confinement dur avec attestation de sortie et mise à l'arrêt de l'appareil économique avec un coût social qui risque d'être extravagant. Un an plus tard, le confinement est toujours réalité dans certaines régions de France, une France sous couvre-feu depuis des mois. Entre-temps, ont disparu de la vie des Français avec un court retour l'été dernier. Les bars, restaurants, discothèques, cinémas, théâtres, stades, bref, tous les lieux de culture et de plaisir. Plaisir, un mot qui a quasi disparu de notre vocabulaire. Un an après le premier confinement, le mental des Français est-il affecté pour toujours? C'est le débat du dimanche sur Sud Radio. Et pour le moment, vous êtes 76% à dire oui. Avec nous pour en débattre, Rizlen Selika, journaliste reporter qui a fait des enquêtes sur ce sujet, notamment sur les ados, pour différents médias, notamment M6. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Stéphane Amar, docteur en psychopathologie et psychanalyse. Bonjour. Bonjour. On va commencer par consulter le docteur, si vous le permettez. Un an après ce premier confinement, docteur Amar, quel est l'état mental des Français? L'état mental des Français, eh bien, on peut dire qu'il est assez en berne. Moi, je travaille en particulier avec des adolescents dont la courbe de tentatives de suicide a augmenté de façon exponentielle ces derniers temps en particulier. C'est le cas pour les adultes. Enfin, bien entendu que tout le monde est plutôt mal en point. Je pense qu'il y a de nombreux facteurs dont on parlera certainement. Bien sûr. Mais effectivement, c'est assez préoccupant là, actuellement. Rizlen Selika, vous faites le même constat sur l'état mental des Français ? Oui, surtout des adolescents en fait. Moi, je me suis vraiment intéressée sur cette problématique-là, du fait que Stéphane Amar en fait m'a confié qu'il y a énormément de tentatives de suicide, et puis il y a ce drame affreux. Donc la petite Aïcha, qui a été jetée d'un pont, donc à Argenteuil, dans la Seine, donc victime d'un triangle amoureux et surtout de cyberharcèlement. Et donc on peut donc se poser des questions. Quelles sont les responsabilités? Bien sûr, la responsabilité parentale, la responsabilité d'un système éducatif qui est plutôt laxiste, d'une situation aussi gouvernementale. Est-ce qu'on est en manque d'autorité, d'ordre? Mais c'est évidemment aussi lié à la crise sanitaire. Je veux dire, entre le couvre-feu, le confinement, quand on est adolescent, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie d'aller faire les teen parties, on a envie de danser, on a envie de s'amuser, on a envie de faire du sport, donc aller à la bibliothèque, au cinéma. C'est ça ce qu'on veut faire quand on est ado. Mais il n'y a plus de sport, il n'y a plus de bibliothèque, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus rien. Et donc les ados pètent les plombs, on pète les plombs, on est fatigué et on survit en fait. C'est vraiment de la survie. Et donc c'est ce que je voulais aussi poser comme question à Monsieur Amar. Donc vous, comment vous le vivez au quotidien dans les urgences pédiatriques? Comme je vous disais, on fait face à des surcroît de jeunes en détresse. Mais c'est le cas aussi des moins jeunes. Encore une fois, je voudrais pas qu'on se limite. On a beaucoup parlé des étudiants, on a moins parlé des autres. Tout le monde est concerné. Même les seniors? Alors les seniors, je n'en ai pas vraiment de vision, mais on peut imaginer en tout cas qu'ils le vivent mal. Ils ont été souvent, comment dirais-je, caractérisés comme des personnes à risque. Enfin bon, tout ça ne... Parce qu'ils ont été très confinés, eux, par cause de risques plus élevés quand on a un âge plus élevé. Ça va de soi. Et puis vous l'avez vécu au début, parce que vous étiez sur le front, donc dans les services Covid au début, donc vous donniez même les tablettes pour pouvoir communiquer avec les familles, parce qu'ils étaient... Comment ça se passait à ce moment-là? À ce moment-là, c'était encore une première phase où effectivement toutes les mesures avaient été extrêmement drastiques, et donc les gens avaient été isolés, mis à l'isolement, ce qui rajoutait à l'angoisse de l'inconnu. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans autre chose encore. Justement, Rizlen Selika, il y a une question qui se pose dans les enquêtes que vous avez faites. Quelles sont les pathologies les plus fréquentes que l'on voit? Est-ce que c'est un grand stress? Est-ce que c'est un syndrome dépressif? Qu'est-ce que c'est? Alors, donc moi, vraiment pour les adolescents, la cause principale aussi, donc c'est vraiment le cyberharcèlement. C'est les réseaux sociaux. C'est pire qu'avant? Ah oui, complètement. Ça a explosé? Complètement, ça a explosé parce qu'en fait, et surtout aujourd'hui, donc les jeunes communiquent en fait donc sur les réseaux sociaux. Comme ils peuvent pas trop se voir, c'est problématique. Absolument. Donc il y a donc les dérives. Là pour la petite Alicia en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu des fuites sur ces photos dénudées. Oui. Donc
C'est un drame quand on a 14 ans. C'est sûr. Oui, alors les réseaux sociaux ont explosé en termes de communication depuis le début du confinement, vous le constatez, docteur ? De fait, les relations réelles, si on peut dire, sont beaucoup plus limitées. Donc elles ne peuvent pas pondérer, tempérer effectivement ces échanges qui du coup deviennent beaucoup plus importants et virtuels. Donc sujet à beaucoup d'interprétations, beaucoup de projections de la part des uns et des autres. Je crois que c'est effectivement un vrai problème. Justement, Rizlen Selika, vous avez vu des ados, vous en avez rencontré beaucoup. Oui. Qui dit ado dit pré-ado, dit enfant. Oui. Est-ce que vous avez eu des infos sur des plus jeunes, des gamins de 7, 8, 9 ans, qui, en vivant le confinement d'il y a un an, qui était quand même un confinement très dur, il n'y avait plus d'école, ou alors par Zoom, mais faire l'école de CE1 par Zoom, c'est quand même un petit peu compliqué, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Plus de jeux dans la cour de récré. Est-ce que vous avez eu des infos, par ces familles que vous avez rencontrées, de pathologies, non plus chez les ados, mais chez les, je dirais pas les tout petits, parce qu'ils sont pas à la crèche, mais chez les plus petits? En fait, ce qu'on remarque, c'est ce traumatisme aussi du masque. Oui. Donc en fait, déjà, les enfants, ils ont besoin de voir les réactions sur le visage. Et donc les parents sont complètement dépassés. Donc il y a même des parents qui sont tombés même dans des dérives complotistes à se dire, voilà, on est anti-masque, c'est pas possible, ça sert à rien. Mais c'est de la frustration. N'est-ce pas, Stéphane Amar? Est-ce qu'on tombe pas aussi dans des dérives pareilles parce que il y a de la frustration, parce qu'en fait les codes ont changé, on ne voit plus le visage. Et pour un enfant, c'est hyper important. Est-ce que vous sentez de la frustration, docteur Amar, chez les gens que vous rencontrez? Ah bah bien entendu. En fait, c'est même au-delà de la frustration. Je pense que tout ce qui participait, c'est plus fort que ça. Tout ce qui participait à contenir, à soutenir nos fragilités, a disparu. Vous parliez de plaisir tout à l'heure. Le plaisir, c'est aussi ce qui permet de compenser les difficultés qu'on rencontre dans la vie. Aujourd'hui, il n'y a plus cette compensation-là. Et donc les gens sont confrontés en permanence à des difficultés et surtout à une absence, ça c'est fondamental, une absence de perspective. Donc chez l'adolescent et même chez, comme vous le disiez très justement, chez le préadolescent, il n'y a plus cette possibilité de se projeter et donc l'avenir est nécessairement noir. C'est ce qui crée le désespoir. Quand vous voyez la politique des Anglais, Rizlen Selika, qui ont dit, Boris Johnson, Premier ministre britannique, dit voilà, les pubs vont rouvrir à telle date, ce sera juste les terrasses, mais il fera beau, c'est au mois de mai, donc ça va, à la mi-mai. Les restaurants vont ouvrir à la même date ou une semaine plus tard, je sais plus, avec les terrasses ouvertes. Est-ce que c'est pas quand même beaucoup mieux d'un point de vue psychologique? On demandera après la confirmation au docteur Amar, parce qu'on se fixe un horizon, vous savez, comme un prisonnier qui met des barres sur le mur de sa cellule, alors que là, nous, on nous dit, tous les jeudis, on a soit le Premier ministre, soit le ministre de la Santé qui va parler, et on se dit, est-ce qu'on va être confiné pour toute la France, pas pour toute la France? Est-ce qu'on va durcir le couvre-feu? On est dans le brouillard. Alors, on est dans le brouillard. Et je me rappelle, j'avais interviewé Monsieur Stéphane Amar, en fait, lors du premier confinement. Et on parlait de quoi? On parlait de l'incertitude. Et c'est l'angoisse. Donc oui, l'incertitude, je pense que c'est vraiment ça qui nous mine, parce qu'on n'a pas de perspective. Donc que ce soit les ados ou les adultes et les petits. C'est ça. C'est l'incertitude. Et puis un autre élément qui est, selon moi, extrêmement important, c'est la question de la mort. Oui. Elle a envahi finalement notre paysage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on en parle d'une façon ou d'une autre tout le temps. Oui. Chez l'adolescent, la problématique de la mort, elle est constante, elle est omniprésente. Aujourd'hui, on nous parle de nombre de morts comme on nous parlerait de n'importe quoi, mais c'est une petite musique que l'on entend. De différentes manières. Hein. Vous me remettez un souvenir en mémoire, il y a pile un an, rappelez-vous, tous les soirs, je crois que c'était à 19h, oui. On avait Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, Olivier Véran, qui vous disait, je sais pas, 273 morts, 840 personnes en réanimation. Est-ce que ça a joué pour vous sur la santé mentale des Français d'avoir, on n'aurait pas imaginé, je sais pas, en 14-18, Georges Clémenceau, parlant à la radio en disant, aujourd'hui on a eu 15 000 morts dans la bataille de la Somme ou de Verdun. Oui. Alors, je pense qu'effectivement, non seulement ça a joué, mais ça joue encore. Et si on avait parlé en temps de guerre de nombre de morts, ça aurait eu encore un effet différent. Parce que là, on parle de tout un chacun. Nous sommes tous potentiellement mortels. Oui. Et c'est ça que ça nous rappelle en permanence depuis un an. Donc il y a à la fois cette thématique et il y a à la fois la durée. Ça fait un an. Voilà.
Donc ça, je pense que c'est fondamental. Rhyselaine Selika, est-ce qu'on n'en a pas remis une louche, vous me passerez l'expression, tous les soirs, en ayant le directeur général de la Santé et le ministre de la Santé qui faisait ce décompte macabre, comme le disait Stéphane Amar, pendant 2 mois et demi. Moi, je ne pouvais plus regarder personnellement, et plein de gens me disaient, je ne peux plus regarder, c'est insupportable. Ah bah oui, mais on était dans un cimetière. On était dans un cimetière, mais après c'était une réalité, puis ça nous est tombé dessus. Donc je pense que par rapport à ces déclarations, même si ce sont des déclarations anxiogènes, c'était une réalité. Donc c'est compliqué. Mais parfois, donc on n'est pas obligé de informer, dire toute la réalité. Oui, je suis d'accord, mais parce que quel est l'intérêt de savoir qu'il y a eu 394 morts ou 397, mais soit je dit en pense que la passant. problématique aussi du gouvernement, je le défends pas forcément parce que voilà, je veux dire, il est contestable. Mais c'est est-ce qu'on doit communiquer, est-ce qu'on doit pas communiquer. Si on communique pas, on dit ah vous n'avez pas communiqué. Si on communique, vous avez trop communiqué. Donc oui, bien sûr, c'est anxiogène. On a été dans cette énergie vraiment horrible. Et je reviens aussi donc sur les adolescents. D'entendre ça aussi tous les jours, c'est affreux. Je veux dire, on en devient malade. Ça va au-delà de l'entendre, c'est-à-dire que c'est un climat. C'est un climat. Justement, on va essayer de mettre un peu d'optimisme. On est confronté vraiment face à la mort, en fait. C'est ça. Mais il va falloir quand même reprendre un jour une vie normale, on l'espère le plus tôt possible. Il y a une fuite dans le Canard enchaîné il y a une semaine où Marlène Schiappa disait qu'elle craignait la fin de l'épidémie parce que ça allait faire augmenter les viols, les comas éthyliques, etc. Alors après, elle a démenti les propos, mais en général, quand le Canard sort des propos, il se trompe très très rarement. Comment est-ce que vous imaginez cette sortie? Vous êtes paniqué, vous, au cas où, comme Marlène Schiappa, si jamais elle l'a dit, que les Français vont picoler, faire la fête, la fiesta, etc. Alors, Selika. moi, je suis pas forcément de cet avis-là, mais il y a quelque chose que je remarque, moi, en tant que citoyenne, en tant que femme. Je remarque les regards des hommes qui sont, même avec le masque, plus insistant. On sent aussi une frustration du rapport aussi homme-femme. Faut pas oublier que quand on passe à Pigalle, tous les sex shops, enfin je veux dire pas les sex shops, mais je veux dire, vous voyez, tout ce qui permet aussi à l'érotisme, tout est fermé. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ces aspects comme ça aussi de liberté quelque part, c'est fermé. Donc ça crée aussi de la frustration. Les rapports hommes-femmes se rencontrer normalement, je veux dire... Croiser un regard, un sourire. Voilà. Donc là, on sent quand même qu'il y a quelque chose de violent quand même dans le regard. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça, c'est vraiment un constat que je me suis fait personnellement. Et donc... Voilà, moi ce que j'espère, c'est que on va pouvoir reprendre une vie normale, mais dans une bonne intelligence. Stéphane Amar, comment vous imaginez la sortie de crise? Parce qu'on espère qu'elle va arriver et surtout le plus rapidement possible. Là encore, c'est difficile. C'est difficile à dire. Vous voyez, par exemple, lorsqu'il y a eu cette interruption du confinement, on pensait que ça allait alléger les choses, et c'est là qu'on a vu un certain nombre de souffrances apparaître, notamment chez les enfants en termes de phobie scolaire, par exemple. Des enfants qui étaient restés chez eux se sont mis, pour certains, à avoir peur de retourner à l'école. Donc, c'est difficile d'anticiper sur les réactions. Bien sûr qu'il va y avoir une possibilité enfin de pouvoir jouir de tout ce qui nous est interdit aujourd'hui, mais on ne sait pas ce que ça va donner au fond, et dans quelle mesure cette crise mondiale, parce que ça aussi c'est inédit, cette crise mondiale aura laissé des traces. Donc on peut espérer quand même que petit à petit, comme tous les traumatismes, tout ce qui s'est passé dans l'histoire, permettent de revenir à une certaine normalité, mais on ne sait pas laquelle. Merci beaucoup Stéphane Amar, docteur en psychopathologie et psychanalyse, Rhyselaine Selika, journaliste reporter qui a fait des enquêtes sur ce sujet pour différents médias dont M6 au sujet des ados. Verdict sur Twitter, vous êtes toujours 76% à dire oui. 1 an après le premier confinement, le mental des Français est affecté pour toujours. Très court. Juste, je voulais dire, faut pas oublier les violences conjugales. Oui, qui ont explosé. Voilà, et il y a un numéro pour le cyberharcèlement 30-20. Le 30-20, voilà. Au moins c'est pas compliqué à retenir.